Afrique des libertés, je vous salue. Où que vous soyez à travers le monde, je voudrais pendant quelques minutes répondre à haute et intelligible voix à l'ONU, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à propos des prétendues dégradations des conditions de détention de M. Mohamed Bazoum, le célébrissime juntard de Niamey qui a fait boum. La question qui se pose est très claire. Qui est responsable aujourd'hui de la dégradation des conditions de vie du grand peuple africain du Niger? Et par extension, qui est responsable de l'éventuelle dégradation des conditions de vie de M. Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum? Nous devons répondre à cette question d'une manière très claire. Nous devons répondre clairement à l'ONU, à l'Union africaine, à la CEDEAO et à toute la propagande mensongère de la France-Afrique à propos de ce qui arrive à M. Mohamed Bazoum. Il y a un principe que nous allons appliquer tout de suite. Et cette émission est en exclusivité sur notre page Franklin Nyamsi Facebook. Elle sera téléchargée et publiée plus tard sur notre page Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous êtes près de 1000 personnes connectées maintenant. Je vous invite à bien vouloir distribuer l'émission et à rester hyper actif pour que nous allions au bout de notre propos qui sera bref. L'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et toute la propagande des médias de la France-Afrique laissent croire que les conditions de vie de M. Mohamed Bazoum, détenu depuis sa chute le 26 juillet 2023 du pouvoir au Niger, que ces conditions de vie se dégradent et que c'est cela qui justifie une urgence, d'une action impérative et même d'une guerre internationale s'il le faut contre le peuple nigérien et contre toutes les Africaines et tous les Africains qui soutiennent la révolution du peuple nigérien. Eh bien, je voudrais répondre à cette question en appliquant un principe qui est connu dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine moral, le domaine juridique, le domaine philosophique, le domaine religieux. C'est un principe qui est connu même dans la vie quotidienne. Ce principe dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que tu ne peux pas d'un côté, par exemple, nuire à ta propre vie et puis de l'autre côté te plaindre que ta vie soit dérangée. L'exemple est tout simple. Tu ne peux pas d'un côté boire 3 casiers de bière en sachant très bien que quand tu as bu 3 casiers de bière, prendre une voiture pour la conduire est un danger pour toi et pour les autres. Et lorsque tu prends la voiture ayant bu 3 casiers de bière et que tu fais un accident qui donne la mort aux autres, ou qui te donne la mort, ou qui met en danger et peut-être sacrifie la vie de ceux qui étaient avec toi dans ta voiture. Toi qui t'es saoulé avant de prendre la voiture, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre pourquoi? Parce que tu as consciemment bu et tu savais qu'en buvant et en abusant de l'alcool, tu te rendais inapte à une conduite sécurisée. Ce principe est facile à appliquer. Si toi, un homme, tu as des rapports sexuels avec une femme et que lors de ces rapports sexuels, tu n'as pas porté de préservatif et que la femme n'a pas pris de pilule contraceptive, si à l'issue de ce rapport sexuel, la femme tombe enceinte, ni toi, ni la femme, vous ne pouvez vous plaindre de cette conséquence. Parce que quand vous faisiez l'amour sans préservatif, ni contraceptif, vous avez accepté le risque que, à l'issue de votre accouplement, il y ait une grossesse qui soit provoquée. Donc, l'homme et la femme qui ont des rapports sexuels
librement consentis, sans protection de préservatif pour l'homme, ni de contraceptif pour la femme, ils ont implicitement accepté de courir le risque de devenir parents d'un enfant. Quand la grossesse se signale, toi, l'homme, qui n'a pas porté de préservatif lors du rapport sexuel, tu ne peux pas te plaindre. Parce que quand tu faisais l'amour, tu étais très heureux. Tu as eu un orgasme magnifique, tu étais joyeux. Tu as été servi. Toi, la femme, qui n'a pas exigé de préservatif et qui n'a pas pris de contraceptif lors de la relation sexuelle, tu assumes ton rôle de mère. Tu ne peux pas te plaindre d'être enceinte. Puisque tu as librement consenti au rapport sexuel avec ton partenaire et tu as agréablement joui. Voilà deux exemples très simples de l'application du principe qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que tu ne peux pas être responsable de la dégradation de ta situation et ensuite te plaindre des autres. Ou vouloir que les autres te plaignent. Non, non, non. Tu es responsable, tu dois assumer. Est-ce que tout le monde a bien compris ce principe? Si tout le monde a bien compris ce principe, je vais l'appliquer à l'ONU. Ensuite, je vais l'appliquer à l'Union africaine. Ensuite, je vais l'appliquer à la CEDEAO. Et enfin, je vais l'appliquer à la France-Afrique à propos des conditions de vie supposément de Bazoum qui se dégraderaient au Niger. Vous avez compris, mes chers amis? On commence. Prenons l'ONU. L'ONU qui se plaint de la dégradation des conditions de vie de Mohamed Bazoum. Est-ce que l'ONU peut nous montrer une seule partie du monde où elle a réussi à mettre fin à la guerre, à instaurer la démocratie et l'état de droit? Je recommence pour démontrer que l'ONU ne peut pas se plaindre de ce qui arrive à Bazoum. Il suffit de démontrer que l'ONU n'a jamais réussi à installer l'état de droit, la démocratie, où que ce soit dans le monde. Et vous savez pourquoi? Mais parce que l'ONU elle-même n'est pas une organisation démocratique. L'ONU est une oligarchie des puissances. Il y a deux instances dans l'ONU. L'Assemblée générale, qui est composée de tous les États membres de l'ONU, mais les votes, les décisions de l'Assemblée générale n'ont pas force de loi. Il y a une instance supérieure à l'Assemblée générale qui s'appelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est composée de 15 membres, seulement 15 membres. Et parmi les 15 membres, il y en a 5 qui sont des membres permanents et qui détiennent le droit de veto. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer quand ils veulent à n'importe quelle décision, qui ne peut donc pas devenir une résolution, c'est-à-dire une loi. Vous avez compris? L'ONU n'étant pas une organisation qui respecte le droit égal des peuples, n'étant pas une organisation qui pratique en son sein la démocratie, l'ONU ne peut pas donner de leçons de droit ni de démocratie à qui que ce soit sur la Terre. Écrivez ça pour l'ONU. Ces leçons de morale politique, ces leçons de démocratie ou d'état de droit sont nulles et de nul effet, car l'organisation elle-même ne remplit pas les critères qu'elle demande aux autres peuples de remplir. L'ONU ne peut pas se prévaloir de cette turpitude. Elle-même est une oligarchie des puissances qui applique le droit international selon une géométrie variable. Selon que vous êtes une grande puissance nucléaire ou que vous ne l'êtes pas, selon que vous êtes une puissance occidentale ou que vous ne l'êtes pas, la même ONU applique différemment le droit international. Elle est donc discréditée dans notre continent africain. Tous les pays africains, tous les peuples africains demandent aux soldats de l'ONU de dégager de notre sol continental. C'est non négociable. Au XXIe siècle, on ne veut plus voir un seul soldat de l'ONU sur la terre africaine. Est-ce que c'est bon? Ok, on passe à la deuxième organisation qui m'intéresse et qui veut parler des conditions de détention de Bazoum, l'Union africaine. L'Union africaine est indigne de parler de cela. Pourquoi? Parce que, d'abord, cette Union africaine elle-même n'est pas unie. Et elle n'est pas africaine. D'abord, elle n'est pas unie parce que si elle était unie, les catastrophes qui frappent les peuples africains depuis plusieurs années seraient la priorité de son action. Des centaines de milliers d'Africains meurent en traversant le désert du Sahara
à la recherche d'une vie meilleure en Europe. D'autres meurent à la frontière américano-mexicaine. L'Union africaine n'a jamais levé un plan de sauvetage d'urgence pour ces centaines de milliers d'Africains livrés à la nature par la misère qui est organisée dans leur propre pays. Voici une union qui n'est jamais unie quand il faut de la solidarité envers les Africains les plus vulnérables. Mais une union qui n'est unie que pour sauver des satrapes, sauver des voyous, des pilleurs, des corrompus, des ennemis de leur peuple. Je parle toujours de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas africaine parce que les décisions de cette organisation sont dictées par d'autres organisations non africaines. Elles sont dictées par les grandes puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Union européenne. Elles sont imposées par les puissances extérieures à l'Afrique. Mais ce n'est même pas une Union africaine parce que c'est une organisation incapable de se financer elle-même. Regardez-moi une grosse organisation continentale qui continue à bénéficier de subventions chinoises, de subventions françaises, de subventions européennes, de subventions américaines pour fonctionner. Mais le principe en politique, c'est que celui qui paye commande. Celui qui paye dicte sa loi. Je me souviens de vous avoir expliqué pourquoi il ne faudrait plus que les pays africains acceptent l'argent étranger dans le financement des élections. Nous ne pouvons pas, en Afrique, accepter que des pays étrangers financent nos élections et nous fâcher quand ils veulent nous imposer les dirigeants de leur choix. Celui qui paye, c'est lui qui commande. Et voilà pourquoi il faut que ce soit les peuples africains eux-mêmes qui payent, afin que ce soit les peuples africains eux-mêmes qui commandent. L'Union africaine n'est pas une union des peuples africains. Il s'agit d'une oligarchie qui est une photocopie de l'ONU, de l'oligarchie onusienne, et c'est une organisation anti-africaine. Je suis toujours sur l'Union africaine. Et je vous donne un troisième exemple sur l'Union africaine. Mais qui est le président de la commission de l'Union africaine? C'est M. Moussa Faki Mahamat. Il a été placé là par qui? Il a été placé là par le dictateur tchadien Idriss Déby Itno, qui a été assassiné en avril 2021 au Tchad, dans des conditions obscures, et qui a laissé place à la dictature de son fils Mahamat Kaka Déby. Quelle que soit la manière dont vous pouvez regarder M. Moussa Faki Mahamat, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, du dictateur Idriss Déby Itno, qui n'a jamais été démocratiquement élu à la tête du Tchad, il est hors de question que Moussa Faki Mahamat donne des prescriptions en matière de moralité politique, en matière de droit international, en matière d'éthique collective, en matière d'affaires publiques africaines. Moussa Faki Mahamat est indigne de nous parler, car il est l'émanation du système dictatorial France-africain. Il a été placé là par la France-Afrique. Ces communiqués sont des communiqués d'un perroquet France-africain. Nous avons montré plusieurs fois une vidéo dans laquelle Idriss Déby expliquait qu'au Tchad, ce n'est pas lui qui décidait. Devant les journalistes français éberlués, Idriss Déby leur a expliqué que les changements de constitution au Tchad, le maintien de sa propre personne à la tête de l'État tchadien ont été imposés par la France. Ce sont les propos d'Idriss Déby devant la presse française. Il y avait devant lui 2 ou 3 journalistes qui étaient complètement éberlués. Je crois qu'il y avait devant lui une dame et 2 hommes, journalistes de la presse officielle française, qui étaient complètement dépassés. Je me souviens notamment de Cyril Ben Simon. Ils étaient complètement dépassés par les vérités crues d'Idriss Déby. Alors, Mahamat Faki Moussa, qui est une émanation du régime criminel abominable, la vomissure de régime politique de Déby, qui porte le sang des Tchadiens, des milliers de Tchadiens, des dizaines de milliers de Tchadiens, des centaines de milliers de Tchadiens, assassinés depuis des décennies. Comment vous pouvez accepter que ce type-là tienne la plume qui parle de ce qui est bon pour le Niger, de ce qui est bon pour n'importe quel pays du monde? Moussa Faki Mahamat n'a pas titre à parler pour l'Afrique. Il n'a pas titre à parler pour l'Afrique. Il ne représente pas l'Afrique d'un point de vue simplement moral, éthique. Et il est l'émanation de l'une des pires dictatures que l'Afrique ait jamais connues. Comment on peut prendre au sérieux un tel type? Il ose parler de soutien aux décisions de la CEDEAO
Et lui aussi s'inquiète des conditions de vie de Mohamed Bazoum. Mais soyons un peu sérieux. Et les millions de Tchadiens qui crèvent, y compris sous la menace d'État, la violence des milices de Mahamat Kaka, les centaines de Tchadiens assassinés depuis maintenant 3 ans. Mahamat Faki, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Il faut commencer par parler de la tragédie de votre pays natal. Moi, j'ai commencé mon engagement africain par un grand livre que vous pouvez acheter. Il est intitulé « Critique de la tragédie camerounaise ». Critique de la tragédie camerounaise. Alors, Moussa Faki Mahamat aurait mis un peu d'eau dans son vin ces derniers temps, mais il met un peu d'eau dans son vin, pourquoi? Mais parce qu'il voit très bien que l'opinion africaine les a tous vomis. Moi, j'ai vu ces communiqués, les communiqués de l'Union africaine à partir du 26, 27 juillet, 30 juillet, etc. C'est de la bouillabaisse. Maintenant qu'il voit que l'opinion africaine est dressée toute voile dehors, que l'opinion africaine est dressée comme un seul homme contre toutes ces organisations de voyous, eh bien, il essaye maintenant de mettre de l'eau dans son vin. Donc, l'Union africaine n'a aucune crédibilité politique. Ce n'est pas une organisation démocratique. Ce n'est pas une organisation qui respecte le droit international. C'est une organisation qui est souvent dirigée par les pires dirigeants africains, jamais élus dans leur pays, coupables de pillage, de détournement massif, d'exactions, d'emprisonnement d'opposants, de traque d'opposants, coupables de capture violente de l'État. Mais l'Union africaine ne représente rien pour des Africains bien informés. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui est noyautée par l'OTAN, noyautée par l'Union européenne, par la France, par la Grande-Bretagne, par les États-Unis. Même Israël menaçait d'avoir un siège dans ce machin d'organisation. Ils sont contrôlés de l'extérieur, et donc ce sont des marionnettes, ce sont des ventriloques, ce n'est pas eux qui parlent, ce sont leurs maîtres. Ce sont leurs maîtres. Donc, comment cette organisation peut même dire aux Nigériens ce qu'ils doivent penser? À travers la bouche d'un Moussa Faki Mahamat. Que représente-t-il pour l'Afrique si ce n'est le contre-modèle par excellence? Et ce Moussa Faki Mahamat, il a l'ambition que la France-Afrique le choisisse comme président du Tchad en remplacement de Kaka, parce qu'il estime que lui, il est beaucoup plus lisse, il a un profil de technocrate, de bureaucrate, etc. Mais on n'a quand même pas oublié, il est du même régime que Mahamat Kaka. Il est du même régime. Ils sont tous les produits d'Idriss Déby. Et il n'a jamais pris ses distances envers la barbarie d'Idriss Déby. De quoi est-ce qu'il nous parle? Bon, on va descendre d'un cran. Maintenant, on va venir à la CEDEAO. La CEDEAO peut-elle parler de détérioration de conditions de vie de Mohamed Bazoum? La raison est toute simple. La CEDEAO ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est la principale responsable de la détérioration des conditions de vie de millions de Nigériens. Le 30 juillet 2023, contrairement aux mensonges abusifs d'Alassane Draman Ouattara, tout le monde a vu la CEDEAO décider de couper l'électricité au Niger, décider de fermer les transports internationaux au Niger, décider d'interdire les transactions financières avec le Niger. Tout le monde a vu la CEDEAO punir le peuple nigérien, menacer le peuple nigérien d'intervention militaire. Mais qui est venu augmenter les souffrances de ce peuple, si ce n'est la CEDEAO? Alassane Draman Ouattara a tenté d'imputer les décisions de la CEDEAO au CNSP. Mais il faut pour cela qu'Alassane Ouattara croit que nous sommes aussi abrutis que les militants de son parti, le RHDP. Mais l'Afrique n'est pas un conglomérat de moutons, M. Ouattara. Tout le monde a bien vu que c'est la CEDEAO qui s'est attaquée au Niger. Si les Nigériens dorment sans électricité, alors qu'avant c'était déjà difficile, malgré la fourniture de leur électricité contre paiement, à 70% par le Nigeria. Si les Nigériens sont dans cette situation, mais c'est la faute à la CEDEAO. Si le courant n'est pas bien distribué à Niamey, c'est la faute à la CEDEAO. Si les banques ne sont pas suffisamment fournies en argent pour les usagers, mais c'est la faute à la CEDEAO. Jamais il n'a été écrit dans les textes de la CEDEAO que s'il y a un coup d'État dans un pays voisin, on doit faire souffrir les populations. Qu'on doive étouffer, étrangler le pays. Parce que
La manœuvre consiste à provoquer une révolte de la population contre le régime du CNSP. Mais dites-moi, où est-ce que ça a déjà marché? Où y a-t-il déjà eu, par cette méthode des sanctions, une révolte populaire contre un régime sanctionné? Vous avez essayé cela au Mali. Au Mali, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une mobilisation exceptionnelle, eh bien, du peuple malien autour du CNT, autour du président Assimi Goïta. Et ils vous ont écrasé. Ils l'ont emporté, les Maliens. Et c'est votre faute. Si aujourd'hui, le président Goïta, c'est presque 99% des Maliens, c'est vous qui les avez jetés complètement dans ses bras. Parce que le peuple malien est un peuple qui est habitué à la liberté de parole, à la liberté de ton. Il n'est l'esclave d'aucun dirigeant politique. J'ai vu ce peuple entrer avec un marteau au palais présidentiel de Koulouba pour assommer un président par intérim, qui heureusement est encore vivant, le professeur Dioncounda Traoré. J'ai vu cela. Donc les Maliens ne sont pas un peuple de moutons, ils ne sont pas moutonisables. Mais lorsque vous vous préparez à les attaquer tous, vous vous préparez à brutaliser tout le peuple, vous commencez à punir tout le peuple. Mais il n'y a plus qu'un seul peuple malien. Là, tous les Maliens, dans leur écrasante majorité, même les adversaires du régime, sont obligés de participer au respect de la devise. Un peuple, un but, une foi. Voilà comment vous avez fait. Et vous avez mis tout le Mali à la disposition du régime du CNT. Ça n'a pas loupé. Au Burkina Faso, il y a un changement politique. Vous vous précipitez pour commencer à sanctionner. Quand vous avez commencé à sanctionner Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé l'a aimé encore plus. Quand Ibrahim Traoré, issu du MPSR de Damiba, a pris le pouvoir, les Burkinabés étaient dans le doute. Mais quand la France l'a attaqué, quand l'ONU l'a attaqué, quand la CEDEAO l'a attaqué, quand on s'est mis à couper la soi-disant aide publique française au développement au Burkina, quand on s'est mis à menacer le Burkina, ah oui, si vous allez avec Wagner, alors vous allez voir. Alors les Burkinabés ont dit, ah, il y a Wotode, il y a Wotode. Les Burkinabés ont dit, ah d'accord, quand ces gens-là détestent un de nos dirigeants, c'est que c'est un bon dirigeant. C'est un dirigeant qui aime notre peuple. Et voilà comment au Burkina Faso aujourd'hui, 99% du peuple burkinabé est derrière Ibrahim Traoré. Vous pouvez tout inventer contre Ibrahim Traoré aujourd'hui. Les Burkinabés l'aiment. Vous avez vu son accueil au retour de la Russie? Je l'ai appelé Sankara II, Ibrahim Traoré, parce qu'il a compris ce que son peuple voulait et il l'a servi. Donc, votre méthode de sanction, vous avez testé ça au Mali. Ça s'est retourné contre vous. Ça a surmobilisé le peuple malien. Et les dirigeants maliens ont été obligés par le peuple à dégager les forces néocoloniales de leur sol. C'est le peuple malien qui a obtenu tout ça. Vous pensez que ces officiers auraient pu prendre ces décisions sans le soutien massif du peuple? C'est le peuple qui a donné le courage au président Goïta et à ses compagnons de dégager les troupes néocolonialistes de leur sol. C'est le peuple. C'est le même peuple burkinabé qui a donné le courage au président Ibrahim Traoré pour prendre les décisions qu'il a prises. Il a regardé les Burkinabés, ils étaient tous debout autour de lui. Il a dit dans ces conditions-là, j'avance. Nous avançons. Alors, au lieu de tirer des leçons de cette expérience, vous recommencez avec les mêmes méthodes brutales, les méthodes de coercition, les méthodes de contrainte, les méthodes de violence, les menaces, les imprécations, les sanctions, hein, les retraits de ceci, les retraits de cela, les coupures de ceci, les coupures de cela. Qu'est-ce que cela donne au Niger? En moins de 2 semaines, vous avez fait du peuple nigérien un peuple soudé autour du CNSP. Vous n'avez toujours rien compris. Je n'ai jamais vu, j'ai rarement vu, dans ma carrière d'enseignant, j'ai rarement vu un élève à qui je dois expliquer quelque chose plus de 3 fois. Mais la CEDEAO est un élève tellement bête. La CEDEAO est pire que Toto. Toto 0, 0, 0, 0. La CEDEAO est une organisation qui n'apprend pas de ses erreurs. Toute l'Afrique sait que c'est vous qui rendez plus difficile la vie des Nigériens. Mais qui va vous croire quand vous dites que c'est le CNSP qui rend difficile la vie de Bazoum? Mohamed Bazoum, venons-en à lui. Il a demandé aux États-Unis d'attaquer militairement le Niger pour imposer leur soi-disant démocratie, leur état de droit. Mohamed Bazoum soutient
Mohamed Bazoum soutient les sanctions de la CEDEAO qui frappent le peuple nigérien, qui frappent des innocents, uniquement parce qu'il croit que cela va retourner ce peuple contre le CNSP. Mohamed Bazoum est prêt à faire mourir tous les Nigériens, si c'est la condition pour que lui soit encore président. Comment pouvez-vous considérer qu'un individu qui a un ego surdimensionné et qui est prêt à sacrifier la vie de tout un peuple uniquement parce que lui veut être président dans toutes les conditions, comment pouvez-vous considérer que l'argument de cet individu soit valable? Si Bazoum n'a pas d'électricité dans sa résidence, mais c'est la conséquence de son soutien aux sanctions de la CEDEAO, de son soutien aux menaces françaises. C'est la conséquence de son soutien aux menaces de l'OTAN contre le peuple nigérien. Quand on coupe le courant à Niamey, parce que Bazoum a demandé à ses amis nigériens de couper le courant à Niamey, pourquoi voulez-vous que Bazoum ait le courant? La vie de Bazoum est-elle supérieure à la vie de n'importe quel autre citoyen nigérien? Non. Si lui, il a demandé qu'on punisse le peuple nigérien, si lui, il demande qu'on coupe le courant au Niger, il est juste qu'il n'ait pas le courant. Mais j'apprends même que les dirigeants du CNSP ont été gentils, ils ont laissé pendant longtemps ce Mohamed Bazoum avec ses téléphones. Ensuite, ils ont laissé des médecins aller vers lui. Combien de Nigériens ont des médecins à leur disposition? Combien de Nigériens ont un médecin de famille? Combien de Nigériens peuvent payer une visite médicale? Combien de médecins de Nigériens sont capables d'aller consulter un spécialiste? Pourtant, Mohamed Bazoum contribue à aggraver l'état sanitaire du peuple nigérien en faisant couper l'électricité par ses amis, en faisant restreindre les échanges commerciaux par ses amis. Il fait mourir des Nigériens. Des Nigériennes et des Nigériens sont en train de mourir. Et vous voulez nous attendrir sur le coupable de la situation. Celui qui veut que le Niger brûle uniquement pour sauver son pouvoir. Pour qu'il continue à s'asseoir là et piller l'uranium du Niger avec ses amis étrangers, livrer le gaz et le pétrole du Niger à volonté à ses amis étrangers, maintenir le peuple nigérien dans une paupérisation artificielle, mais pourtant cruelle. Il faut qu'on le ramène au pouvoir pour qu'il continue ses merdes envers le peuple malien, le peuple burkinabé en lutte. Qu'il continue avec Massaoudou, avec Abou Tarka, toutes les vomissures nauséabondes qu'ils nous ont servi en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir. Ce n'est pas possible. Si Mohamed Bazoum voit, et ça c'est à vérifier, ses conditions de détention détériorées, il faut qu'il se demande quel est l'état du peuple nigérien qu'il est en train de vouer à la menace de guerre et qu'il est en train de vouer à la misère. Les Nigériens qui n'ont pas dans leur poche même une pièce de 100 francs CFA par jour, comment ils vivent quand le courant est coupé et qu'ils ne peuvent même pas aller travailler à gauche et à droite? Comment vivent les Nigériens qui ne peuvent pas se payer une visite médicale digne de ce nom? Comment ils vivent? Voilà ce qui devrait inquiéter les soi-disant organisations internationales. Mais non, on nous parle d'un type qui malgré tout est encore parmi les mieux logés du Niger. Il est dans les résidences de l'État nigérien. Il est toujours nourri aux frais du Niger. Il est gardé et protégé aux frais du Niger, ce monsieur. Pourtant, il a fait beaucoup de tort au Niger. J'ai toujours dit et j'insiste sur le fait que Mohamed Bazoum mérite un procès pour haute trahison. Ces déclarations selon lesquelles les terroristes sont mieux aguerris que l'armée nigérienne devraient lui valoir un procès pour haute trahison. Bazoum est bon pour la cour martiale, c'est un traître à l'État du Niger. Il est allé plus loin, il a écrit une lettre pour demander aux États-Unis de faire la guerre contre son pays. Ça, c'est un acte de haute trahison. Demander à une puissance étrangère d'attaquer ton pays, c'est un acte de haute trahison. Donc ce monsieur-là, d'abord, il est bien gardé, il est bien nourri, il est des Nigériens les plus aisés. En plus, il a droit à une visite de son médecin. Il ne faut pas qu'on essaie de distraire les Africains avec son cas. Car il a libéré des chefs terroristes qui ont continué de massacrer des soldats nigériens, des civils nigériens. Voilà un autre fait de haute trahison. L'armée nigérienne se bat, arrête des chefs terroristes.
L'armée nigérienne les emprisonne. Bazoum les libère. Et il dit devant l'armée, libérez-les parce que ce sont mes alliés. Et l'armée dit, mais c'est pas possible. Mais ces gens, ils ont tué 70 de nos soldats. Ils en ont égorgé. Mohamed Bazoum, comment peux-tu nous dire que ce sont tes alliés et ensuite nous envoyer demain matin à la guerre? Comment peux-tu nous envoyer à la guerre contre des gens dont tu nous dis toi-même qu'ils sont tes alliés? Mais voilà 3 faits, voilà 3 séries de faits qui font de Mohamed Bazoum un traître d'État. Mohamed Bazoum devrait être conduit rapidement devant un tribunal. Et ce sont les juristes nigériens qui doivent nous dire, la haute cour de justice ou la cour martiale militaire. Parce que ce qu'il a fait est abominable. Donc, finalement, qui est responsable de la détérioration des conditions de vie des Nigériens et de la condition de vie de Mohamed Bazoum aujourd'hui? Mais ce sont l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et Bazoum lui-même. Je recommence. Qui sont les responsables de la détérioration des conditions de vie du peuple nigérien actuellement? C'est bien l'ONU, c'est bien l'Union africaine, c'est bien la CEDEAO et c'est bien Mohamed Bazoum lui-même. Donc nous devons dire à tous ces gens-là, vous ne pouvez pas, vous ONU, vous Union africaine, vous CEDEAO, vous Mohamed Bazoum, vous ne pouvez pas vous prévaloir. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos propres turpitudes. C'est vous qui aggravez le sort du peuple nigérien. C'est vous qui compliquez la vie à notre peuple. C'est vous. Et si on regarde sur l'histoire longue, quels sont ceux qui ont commis les plus grands actes de barbarie contre les Africains depuis 600 ans, pour ne prendre que cette tranche dans le temps? Qui a commis la traite négrière? Ce sont les grandes puissances orientales et occidentales. Oui ou non? Elles se sont enrichies avec la traite négrière. Vous payez quand? Les réparations, c'est pour quand? Tenez des procès sur l'argent que vous avez gagné sur le dos de l'Afrique par le commerce de traite. Et fixons les réparations. Ces procès auront lieu en Afrique. Toutes les puissances négrières vont passer à la caisse. Tout pays africain libéré doit tenir des procès sur la traite des Noirs. Et comme ce sont des crimes imprescriptibles, ce sont des crimes contre l'humanité, chaque pays africain devra faire son bilan et demander les réparations aux puissances qui ont participé à cette abomination. Le même raisonnement s'applique aux massacres, aux génocides, aux déportations coloniales. Vous ne pensez quand même pas que tout cela va passer par perte et profit? Non, il va falloir payer pour de nouvelles relations, pour une pacification, pour une fraternité vraie de la relation entre l'Afrique et les grandes puissances occidentales et orientales. Il va falloir qu'on fasse le bilan de la colonisation, le bilan humain, le bilan financier, qu'on fixe des condamnations comprenant des réparations. Et là, une nouvelle diplomatie, une nouvelle relation afro-reste du monde va se dessiner à partir de ce fondement. Les magistrats africains doivent tenir des procès contre les puissances coloniales. Elles doivent être condamnées, jugées, condamnées. Et on doit leur fixer des montants. Celles qui ne sont pas d'accord, on leur demande de quitter le continent. Et c'est pareil pour tous les crimes néocoloniaux, impérialistes qui ont eu lieu. Il faut bien qu'on adresse à un moment donné à l'OTAN la facture de la destruction de la Libye en 2011. Tous les crimes qui ont été commis par ces grandes puissances, toutes les guerres qui ont été générées par ces grandes puissances, tous les génocides que ces grandes puissances ont attisés, tous les ethnocides que ces grandes puissances ont attisés sur le sol africain. Mais il faut qu'on fasse quand même des procès, qu'on dégage des condamnations, des responsabilités des condamnations et des réparations. Et la dernière grande déflagration subie par l'Afrique, c'est la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN. Parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie continentale africaine indépendante, parce que Kadhafi voulait sortir l'Afrique de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir qu'il a été assassiné pour cela et son pays a été détruit.
Mais ils ne se sont pas contentés d'assassiner Kadhafi et de détruire la Libye. Ils en ont profité pour armer Al-Qaïda et l'État islamique et attaquer le Sahel. Et aujourd'hui, comme des sapeurs-pompiers, pyromanes, ils viennent faire semblant d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé. Voilà pourquoi le président Idriss Déby Itno les a accusés de n'avoir pas fait le service après-vente de la guerre et de la destruction de la Libye. Il les a accusés, mais ils faisaient semblant de ne pas savoir que la déstabilisation du Sahel faisait partie des plans de l'OTAN. Car la déstabilisation de l'Afrique est pour les grandes puissances de l'OTAN la condition pour la domination occidentale sur le plan économique, sur le plan politique et culturel en Afrique. Seule une Afrique fragilisée peut continuer à accepter la présence militaire des troupes néocoloniales occidentales, accepter la présence de la monnaie néocoloniale française. Seule une Afrique fragilisée peut continuer à accepter la domination culturelle et le chantage diplomatique, le chantage aux droits de l'homme, le chantage à la démocratie, le chantage même à l'existence. Ils ont prévu de nous fragiliser parce que c'est pour eux la condition de leur domination contre nous. Mais tout cela, on va faire la facture et vous allez payer. Vous allez payer, c'est la condition du renouvellement des relations diplomatiques. Tous les pays africains qui ont été victimes de la guerre contre l'Afrique menée par l'OTAN, sous couvert de restaurer la pseudo-démocratie en Libye, ils vont faire des procès. On va faire les procès des conséquences de cette agression. Et tous les États qui ont participé à l'agression auront une facture de la guerre contre la Libye, de la déstabilisation du Sahel. Et ainsi, de nouvelles relations politiques ne pourront être conçues que sur cette base. Est-ce que c'est clair? Mais voilà. Donc, vraiment, en conclusion, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ceux qui ont organisé la déstabilisation de l'Afrique ne peuvent pas venir accuser les victimes. Nous, Africains, nous sommes les victimes de leur barbarie multiséculaire. Nous ne sommes pas coupables d'avoir organisé la traite des Noirs. Nous ne sommes pas coupables d'avoir organisé la colonisation. Et tous les crimes, les massacres que celle-ci a permis. Nous ne sommes pas coupables d'avoir organisé la pseudo-décolonisation de l'Afrique en maintenant troupes militaires par là, francs CFA néocolonial par-ci, dictateurs vassaux par là. Non, non, c'est pas possible. Vous n'allez quand même pas nous faire porter la responsabilité des grands actes de barbarie en vertu desquels l'ancien président français Nicolas Sarkozy a dit devant tout le monde que l'Europe est le continent le plus barbare de l'histoire de la Terre. Et il n'a pas tort, puisqu'il parlait de lui-même, puisqu'il était le barbare français en chef pour attaquer la Libye, assassiner Kadhafi, cracher dans la main de Kadhafi qui avait financé sa carrière politique en millions de dollars. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Cet homme-là qui est venu s'attaquer à l'Afrique après avoir prétendu que l'Afrique noire n'était pas encore entrée dans l'histoire. Alors que Nicolas Sarkozy est un rejeton lointain de l'histoire civilisationnelle africaine, puisque l'Afrique est le berceau de toute l'humanité. Voilà un arrière-descendant d'une branche d'Africains d'antan perdus dans les steppes froides d'Europe, qui est quand même venu, qui est venu à Dakar devant des autorités sénégalaises silencieuses, dire que l'homme noir n'était pas rentré dans l'histoire. Et il le dit dans l'université qui porte le nom du grand Cheikh Anta Diop. L'homme qui a ressuscité les humanités classiques africaines et montré que dans le nexus égypto-nubien, il y a la plus ancienne civilisation de toute l'humanité et qui est incontestablement africaine et d'une prodigalité, d'une intelligence, d'une sapience inouïe. Il est carrément venu dire ça à l'université Cheikh Anta Diop. Et personne ne s'est levé pour dire fermez-la maintenant. Fermez-la, vous arrêtez ce discours de merde. C'est la seule chose qu'il aurait dû mériter. Un de nos vaillants étudiants, de nos collègues, aurait dû se dresser pour lui dire, Monsieur Sarkozy, vous vous taisez maintenant. On ne peut pas vous permettre de dire ce genre, ce genre de sottise dans le temple du savoir sénégalais, du savoir africain, qu'est l'université Cheikh Anta Diop. Personne n'a osé dire. Personne n'a osé dire cela. Les réactions sont venues après. Est-ce parce que les gens étaient estomaqués par
la gravité et l'aberration des propos qui étaient tenus? Est-ce parce que les gens croyaient rêver? Non, avec eux, il ne faut pas croire rêver. Ils sont capables de tout. Face aux Africains, ils n'ont aucune limite. Ils n'ont aucune limite. Bon, je conclus mon propos en disant que je suis très curieux de savoir quelle est finalement la position et le rôle réel de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou dans la chute de Mohamed Bazoum. J'ai vu une déclaration des anciens présidents d'institutions du Niger. Une déclaration d'anciens présidents d'institutions du Niger qui, presque tous, s'opposent à l'idée d'une intervention militaire de la CEDEAO contre leur pays. Et je me suis amusé à constater que la plupart des anciens premiers ministres, anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents, etc., en tout cas, la plupart d'entre ceux qui ont signé cette déclaration sont des fidèles et des proches de Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou qui a fait semblant de faire une médiation au début du coup d'État entre les putschistes d'alors et le président Bazoum, il est devenu muet. Et on voit très bien qu'il y a un double jeu de Mahamadou Issoufou dans le changement qui a eu lieu à la tête du Niger. Je n'en suis pour le moment qu'à des hypothèses. Je vais bien documenter la question avant de vous en parler. Alors, j'ai deux hypothèses. Première hypothèse, Mahamadou Issoufou a volontiers encouragé son ancien commandant de garde présidentielle à lui-même, le général Tiani, à renverser Bazoum parce que Bazoum avait commencé à désobéir à son mentor, qu'est Mahamadou Issoufou. C'est Issoufou qui a donné le pouvoir à Bazoum. Ce n'est pas le peuple. Bazoum n'a pas été élu. Issoufou a organisé la fraude électorale et même préélectorale pour Bazoum. Donc, leur deal devait être, c'est mon hypothèse ceci, Bazoum, on va faire ça un peu comme en Russie, il y a eu le deal entre Medvedev et Poutine. Donc, tu seras mon Medvedev, je suis le Poutine du Niger. Je te laisse être président de la République, mais en réalité, je demeure l'homme fort. Et tout le temps que tu es président, tu fais mes 4 volontés, parce que je suis ton patron. Tu sais, tu es un Nigérien de 3e, 4e génération, tu es un Libyen d'origine. Je t'ai choisi exprès, parce que tu as moins de légitimité qu'un Nigérien du Niger, un Nigérien. Je t'ai choisi pour ça, mais à condition que tu m'obéisses. Or, le pouvoir ayant un effet hallucinatoire, le pouvoir a un effet de drogue. Bazoum, installé, s'est mis à croire vraiment qu'il pouvait dribbler son mentor. Par hypothèse, donc, Issoufou a favorisé le coup d'État contre Bazoum pour le punir d'avoir voulu remettre en cause les règles du système. Voilà pourquoi Issoufou est extrêmement muet dans ce qui se passe et la quasi-totalité des hommes de Issoufou sont contre l'intervention de la CEDEAO. Et ils ont signé la lettre. Mais il y a une deuxième hypothèse qui est très intéressante. Elle consiste à dire que oui, en effet, Issoufou l'a fait en soutenant Tiani pour faire tomber Bazoum. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'indices en ce sens. Mais, en raison de l'état du peuple, du niveau de conscience du peuple nigérien, en raison du déploiement de la révolution nigérienne, Tiani a été obligé de s'allier davantage au peuple qu'à Issoufou. Tiani est obligé d'arbitrer entre son allégeance à son ancien patron, Mahamadou Issoufou, et la pression qui vient des forces de la société civile, les forces révolutionnaires. Et vous allez voir que les décisions de Tiani, au départ, étaient une tentative d'équilibre entre ces deux forces. D'une partie, le régime PNDS, qui n'est pas mort. Le régime PNDS est encore vivant, à travers Issoufou et ses gens, qui sont là derrière et qui soutiennent prudemment Tiani. Le régime PNDS n'est pas encore mort. Et de l'autre côté, le régime PNDS est mort. Parce que la mobilisation populaire qu'il y a autour de Tiani est telle que il a intérêt à se détacher du PNDS s'il veut avoir le soutien du peuple nigérien. Donc mon hypothèse est que, et je conclus, je crée un lien entre mes deux hypothèses. Mon hypothèse est qu'au départ, c'était vraiment un coup d'État qui était une révolution de palais. Cette révolution de palais était voulue par Issoufou. Et il y avait des raisons au sein de l'armée de renverser Bazoum. Mais en chemin, ce coup d'État, qui était au départ une révolution de palais, s'est transformé en une révolution populaire. Et l'intelligence du général Abdourahmane Tiani, ça a été d'épouser la révolution populaire à temps. Parce que s'il n'avait pas épousé la révolution populaire,
eh bien, c'est dans un bain de sang entre les forces de l'armée, certaines encore fidèles à Bazoum, d'autres à tel. C'est dans un bain de sang que toute cette affaire allait se solder à la présidence. Mais quand les forces armées ont vu le peuple nigérien mobilisé pour soutenir la chute de Bazoum, pour célébrer la chute de Bazoum, tout le monde a compris qu'il fallait carrément changer de régime. Voilà pourquoi nous devons redoubler d'attention et de vigilance. L'expérience des dirigeants africains précédents que nous avons côtoyés nous amène à observer de très près le général Abdourahmane Tiani. L'une des difficultés à laquelle il va être confronté, c'est l'arbitrage entre l'ancien régime PNDS, représenté par Mahamadou Issoufou, qui a encore actuellement beaucoup d'influence sur lui, et les aspirations profondes du peuple nigérien, qui ne veut surtout plus du système Issoufou Bazoum à la tête du Niger. Voilà la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani, et je lui souhaite de choisir le peuple. De choisir systématiquement le peuple, de choisir la révolution. Ce n'est que comme cela qu'il va entrer dans l'histoire du Niger et de l'Afrique par la plus grande des portes. Quant à Mohamed Bazoum, qu'il ne se prévale pas de ses propres turpitudes, c'est lui qui a créé la situation dans laquelle il est. Et il devrait être le dernier à s'en plaindre. Le dernier à s'en plaindre. Lui, sa place, c'est un procès pour haute trahison devant la haute cour de justice du Niger. Voilà ce que je conseille. Alors, je ne suis pas pour qu'on tue M. Bazoum ni des membres de sa famille. Je suis contre la peine de mort. Un État fort est un État capable de juger en s'efforçant de ne pas ressembler à ce qu'il condamne. La mort ne doit être infligée à un être humain que dans des situations de légitime défense. Lorsque cet être humain, lui, se présente comme un agresseur qui veut ôter la vie d'autrui. Dans les conditions de légitime défense et de résistance, je trouve légitime que quelqu'un donne la mort à un agresseur. Mais un homme qui est détenu, quelle que soit la condamnation qu'on lui donne, elle doit respecter le principe sacré de la vie. Il faut être exemplaire, même si cela nous coûte eh bien, beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus d'efforts. Car la crédibilité pour parler et pour changer la société, elle est déjà dans le comportement que nous avons envers nos pires ennemis, dès lors que leur sort est entre nos mains. Et en ce sens, je salue le président du CNSP, le chef de l'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Il a été exemplaire dans sa manière de se comporter envers Bazoum. Et je le préviens de ne pas se laisser tromper par des médiateurs, des chefs religieux, des ceci, des cela qui circulent à Niamey. Si la situation se retourne, ce que je ne souhaite pas et je ne pense pas que cela arrivera, si la situation se retourne, lui, Tiani, ne sortira pas vivant. Lui et tous ses camarades du CNSP, ils seront passés par les armes. Il ne sortira pas vivant si la situation se retourne. Pourquoi? Parce que ce que le Niger a fait en 2 semaines, bientôt 3, est énorme. Le néocolonialisme français vous en veut à mort. Même si l'impérialisme otanien américain affiche moins sa colère, sachez que sa colère est là. Et le fait que vous soyez solidarisé avec les pays frères du Mali, du Niger, du Mali, de la Guinée et du Burkina, ce fait-là a augmenté leur dose de haine envers vous. Monsieur le Président Tiani, mon général, vous n'avez pas le choix. Épousez le peuple et mettez en œuvre une transition au service de l'Afrique nigérienne. C'est votre plus grand devoir. N'écoutez pas les sirènes de Mahamadou Issoufou, qui aimera toujours être le grand Manitou du système politique. Ayez le courage de prendre vos distances envers lui. Parce que le jour où les Nigériens auront la moindre certitude que vous seriez l'homme d'Issoufou, c'en est perdu de vous. C'en est fini de vous. Parce qu'en fait, les Nigériens ont vomi Bazoum et Issoufou. Il faut que vous notiez bien et que vous associez bien ces deux noms. Les Nigériens ont vomi Bazoum et Issoufou. Parce que c'est Issoufou qui a truqué les élections pour imposer Bazoum. Il a pourchassé notre frère, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Haman Amadou. Si ce monsieur n'avait pas trouvé une pirogue, il ne serait pas vivant. Il a emprisonné à tour de bras des Nigériennes, des Nigériens. Il a sabré, il a tiré sur la foule lors de manifestations, Issoufou, pour imposer Bazoum.
Vous pensez qu'on a oublié cela? Si jamais les Nigériens se rendent compte que vous êtes l'homme d'Issoufou, c'est terminé pour votre séjour au pouvoir. À ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est ce que j'ai appelé le processus de la semi-goïtisation ou de la Ibrahim Traoréisation. Dans ces deux pays, le Burkina et le Mali, était arrivé par coup d'État un certain Damiba qui s'était amusé à continuer à faire ami-ami envers les figures rejetées et vomies de l'ancien régime. Ça a été impitoyable pour lui. Il est tombé. La même chose s'est produite au Mali. Le colonel Bandao, à qui les officiers avaient confié le pouvoir après leur premier coup d'État, s'est amusé à vouloir jouer l'homme de la France-Afrique, à aller prendre ses recommandations chez Ouattara et à Paris. Bim, il est tombé. Donc, je vous le dis, mon général, monsieur le président, vous êtes l'homme du peuple nigérien et c'est à cette seule condition que votre prise de pouvoir a un avenir. Si vous laissez l'épaisseur d'un papier de cigarette passer entre vous et le peuple nigérien, mon général, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Et je ne souhaite pas cela. Voilà pourquoi je vous soutiens dans votre effort de coller à votre peuple. J'appelle votre gouvernement, tous les ministres, à être à l'écoute des Nigériens. Et s'il vous plaît, organisez les assises nationales éclatées, organisez les assises nationales et donnez un cap à la révolution nigérienne. Voilà tout le mal que je vous souhaite. Et je tenais en ce dimanche 13 août 2023 à délivrer ce message. Je remercie les plus de 2035 personnes qui ont assisté et participé à la présente intervention. Et je les remercie de partager massivement cette communication de telle façon que les autorités nigériennes, le peuple frère du Niger, tous les peuples africains, les diasporas, eh bien, éventuellement s'en inspirent. J'ai fait ma part. Soyez bénis. Merci.